Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 23 août 2026 et notre cher ami, notre professeur, Ray McGovern, est avec nous. Bon retour parmi nous, Ray. Merci Nima, merci de m'accueillir. Ray, permettez-moi de commencer par ce qui se passe en Asie occidentale. La guerre et le conflit semblent s'étendre avec la nouvelle attaque israélienne dans le nord de la Syrie contre la base aérienne d'Al-Duhour. Le gouvernement turc essaie, vous savez, d'y installer des armes. Cela veut dire qu'il reconstruisait la piste de cette base aérienne. Il semble que, lors de l'attaque israélienne, ils aient frappé la piste de cette base. Et quand on regarde l'emplacement du conflit, de l'attaque, c'est à 70 ou 60 km de la frontière turque et à 350 km de la frontière israélienne. Israël se trouve tout au sud de la Syrie. Mais aux yeux d'Israël, cela représente une énorme préoccupation pour sa sécurité. C'est la même chose que dans le cas de l'Iran. Toute l'idée de la guerre contre l'Iran reposait sur la sécurité d'Israël. Ils ne se sentent pas en sécurité. Ils ne se sentent pas en sécurité dans cette région. Et ces deux pays, si l'on parle de leur puissance militaire, ce sont des pays gigantesques en Asie occidentale. 85 millions d'habitants en Turquie, 93 millions en Iran. Ce sont aussi de grands pays sur le plan économique et militaire. Ils sont gigantesques comparés à Israël. Mais Israël cherche l'affrontement. En réalité, ils ont déclenché une guerre contre l'Iran et en ce moment, ils l'étendent à la Turquie. Aujourd'hui, nous avons appris que peut-être en coulisses, les États-Unis essaient de faire quelque chose en passant par le gouvernement azerbaïdjanais afin de rapprocher les deux parties ou peut-être de résoudre ce problème. Mais je ne suis pas optimiste concernant Donald Trump et son administration. Je ne vois rien de ce genre se produire de sitôt. Comment voyez-vous la manière dont Israël perçoit ce conflit permanent et ces guerres sans fin en Asie occidentale? C'est une très bonne question, Nima. Vous n'avez pas mentionné le chiffre de la population d'Israël. C'était 12 millions ou quelque chose comme ça. Oui, donc Israël se bat un peu au-dessus de sa catégorie, comme on dit, à moins que le gorille de 400 kilos que sont les États-Unis ne soutienne pleinement Israël. Cette fois-ci, je ne vois pas comment les Israéliens pourraient s'attendre à ce que les États-Unis tolèrent davantage d'hostilité contre la Turquie, membre de l'OTAN, avec laquelle, du moins avec le président Erdogan, Trump affirme avoir une relation spéciale. Donc pour moi, c'est beaucoup de chapeaux, pas de bétail, de la part des Israéliens, mais aussi de la part d'Erdogan, qui est notoirement imprévisible et qui n'est pas toujours à la hauteur de ses rodomontades ou de ses promesses. Je pense donc que ça va retomber. Je pense que les Israéliens sont en quelque sorte en mode préélectoral. Je pense que probablement commencer des hostilités avec un autre pays musulman qui, vous savez, les met en danger à leurs yeux, c'est de la bonne politique. Mais je ne pense pas que ça ira beaucoup plus loin. Vous savez, concernant les Turcs, laissez-moi remonter un peu en arrière parce que c'est peut-être là ma principale contribution. En 1975, j'étais responsable national du renseignement par intérim, directement sous l'autorité du directeur du renseignement central pour l'Europe occidentale, la Turquie et le reste. C'était parce que mon patron témoignait devant la commission Church et qu'il ne pouvait pas dégager de temps. Donc je travaillais pour M. Colby, Bill Colby. Or, le problème, c'est que les Turcs ont envahi Chypre. Oh mon Dieu. Oui, ils se sont emparés d'une bonne partie de Chypre. Avec quelles armes? Avec des armes que nous leur avions fournies. Et donc, il y a un lobby grec au Congrès, pas tellement de lobby turc, et ils ont imposé un embargo. Plus aucune arme pour la Turquie. Et Kissinger est devenu complètement fou, comme tout le monde d'ailleurs. Oh mon Dieu, vous ne pouvez pas faire ça au pilier oriental de l'OTAN. Vous ne pouvez pas faire ça, d'accord?
Et ils ont tout essayé pour convaincre le Congrès de lever cet embargo. Non. J'étais au département d'État avec les très hautes huiles. Enfin, vous voyez, je représentais le directeur, d'accord? Et eux disaient, « Oh, c'est terrible. » Et je leur dis, bon, c'est pas si terrible. Oh, on va perdre nos bases de renseignement. Je vais vous confier un secret. On n'en a plus besoin. On a des choses qui survolent la zone. Vous n'en croiriez pas vos yeux. On n'en a plus besoin, alors détendez-vous. Oui, mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça à Israël. Et j'ai dit, bon, regardez les choses comme ça. Il pourrait y avoir un côté positif. Et ils m'ont regardé comme si, vous savez, je venais de Mars. Et j'ai dit, oui, regardez. Nous avons des lois qui exigent que lorsque nous fournissons des armes à d'autres pays, ils ne s'en servent pas pour attaquer des pays tiers. Alors peut-être que la prochaine fois qu'Israël commencera à s'en prendre à l'un de ses voisins, ils y réfléchiront à 2 fois. Quoi, à ce stade-là, je venais de Jupiter. Qui vous a laissé entrer ici? Enfin, vous ne connaissez pas la réalité sur place? Et c'est à ce moment-là, Nima, que j'ai compris que ces types y croyaient vraiment. Il est impensable de ne pas fournir d'armes à Israël, quoi qu'ils en fassent. Voilà ce qui montre qu'en 1974, Israël passait toujours en premier, et la Turquie s'en souvient. C'est en cela que c'est pertinent. La Turquie ne peut pas vraiment compter sur les États-Unis pour jouer les médiateurs honnêtes dans tout ça. Ils savent qu'en fin de compte, les États-Unis choisiront Israël. Ça remonte donc à loin, mais je pense que c'est pertinent ici, parce que les Turcs et les Israéliens pourraient en venir aux mains. Mais je pense que pour l'instant, c'est surtout une manœuvre électorale de la part des Israéliens. Et je pense que, comme je le disais, Erdogan est l'archétype du grand chapeau, mais sans bétail. Je devrais sans doute traduire cette expression. Elle vient de LBJ, qui avait un grand chapeau dans son ranch au Texas, n'est-ce pas? Et sans bétail, ça veut dire que vous parlez fort, mais qu'en réalité, vous n'avez rien pour étayer vos paroles. Oui. L'autre point, Ray, c'est que la guerre est en quelque sorte en train de changer de visage en Asie occidentale, entre les États-Unis et l'Iran. En ce moment, Donald Trump parle essentiellement de guerre économique, et il veut détruire leur économie. Il veut isoler le pays. Scott Bessent a déclaré « Nous allons écraser et faire s'effondrer leur économie par l'isolement ». Comment voyez-vous les choses? Pensez-vous que ce sera leur politique jusqu'aux élections de mi-mandat? Puis qu'après ces élections, ils adopteront la même politique du donnant-donnant, une guerre économique, accompagnée d'une forme ou d'une autre d'attaque contre l'Iran? Ou bien allons-nous voir le reste du second mandat de l'administration Trump essentiellement consacré à la guerre économique, comme lors de son premier mandat? Lors de son premier mandat, si vous vous en souvenez, à mi-parcours de Trump, première version, tout tournait autour de la guerre économique contre l'Iran. Et jusqu'à la fin, il a poursuivi cette politique. Quelle est votre lecture de ce qui se passe en ce moment? Eh bien, d'abord, Scott Bessent est une honte pour la profession économique, pour la communauté des économistes. Il ne sait pas ce qu'il fait. Je veux dire, si on n'a pas encore compris ça au sujet de Scott Bessent, alors on n'a rien compris. Donc il va imposer des sanctions secondaires écrasantes, c'est ça, à tous ceux qui enfreindront cette nouvelle liste de sanctions. Oh, waouh! Et qui ça pourrait-il être? Oh, ce serait la Chine. Qu'est-ce que la Chine a déjà dit? Oubliez ça. Ne tenez compte d'aucun secrétaire d'État. Vous avez du pétrole à nous vendre. S'il vous plaît, surtout, ne vous en faites pas. C'est énorme. Je veux dire, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'impuissance de cette mesure. C'est tout simplement Trump qui est totalement imprévisible et malade. Pas en bon état, ni mentalement, ni physiquement. Ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le coup militaire n'a pas marché. Vous me dites que je ne peux pas utiliser l'arme nucléaire. J'imagine que ce n'est pas une bonne idée.
Alors, ah oui, Scott, vous étiez déjà venu à la rescousse, écrasant les eaux. Quoi? Oh, faisons ça, vous voyez? Enfin, c'est sans consistance. Je ne vois pas le rapport avec les élections de mi-mandat. Tout ce que Trump a fait ces 2 derniers mois me laisse penser qu'il n'en a strictement rien à faire des élections de mi-mandat, qu'il a d'autres projets pour ces élections. Je dirais simplement que nous avons eu 250 ans de République, avec une constitution plutôt bonne. Cela pourrait toucher à sa fin à l'approche de novembre, parce que Trump a désormais ses propres chemises brunes. Là ici, il a des gouverneurs qui enverraient des troupes de Nancy. Je pense qu'ils vont truquer l'élection. À moins que nous nous levions maintenant, certains d'entre nous au moins, pour signaler les dangers qu'il y a là. Truquer les élections de mi-mandat, ce serait énorme. Je pense que c'est ce qu'ils ont l'intention de faire. Et je pense que ça explique pourquoi Trump semble en quelque sorte inconscient, ou du moins nonchalant, face aux répercussions électorales de ce qu'il fait. Je veux dire, il s'est même attaqué au pape, non? Je veux dire, 55% des catholiques, je regrette de le dire, je suis catholique, ont voté pour Trump. Donc 55%. Et il s'attaque au pape. Vous savez, je vais simplement conclure en disant que je crains profondément que ce soit notre dernière chance. Il reste 2 mois avant les élections de mi-mandat. Si nous ne montrons pas clairement que nous défendons la République, alors la réponse de Benjamin Franklin à cette femme de Pennsylvanie, juste après la rédaction de la Constitution, elle lui a demandé, « Eh bien, qu'est-ce que vous nous avez donné ?» Et il a répondu, « Une République, si vous savez la garder. » Je pense que les 2 prochains mois seront cruciaux pour savoir si nous, les Américains, pouvons garder cette République. Il n'y a rien de rassurant dans le fait que Trump soit imprévisible et qu'il n'aille pas bien. Et il a autour de lui des gens qui l'encourageront à faire le pire. Cela m'inquiète énormément. Désolé pour cette digression, mais c'est ce qui me préoccupe le plus en ce moment. Oui. Ray, quand vous regardez les États-Unis sous l'administration Trump et leur politique en Asie occidentale depuis le début de la guerre, où cela va-t-il mener? Pensez-vous qu'un certain sentiment grandisse aux États-Unis, et je ne parle pas de l'administration Trump, au sein de l'establishment, selon lequel ils pourraient devoir changer leur politique en Asie occidentale? Qu'ils pourraient devoir faire autre chose pour comprendre les nouvelles réalités de ce qui se passe, notamment avec ce pacte de défense entre l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan. C'est encore quelque chose de très limité, et on ne sait toujours pas ce qu'ils vont en faire. Mais la guerre et son issue pour tous ces pays du CCG ont été désastreuses. Et Donald Trump veut qu'ils participent à cette guerre économique contre l'Iran, alors qu'ils subissent une pression énorme à cause du détroit d'Ormuz. Comment cela va-t-il se dérouler pour Washington? Car après tout, ils vont être... Je sais que vous parlez souvent du blob, du Missimat, comme vous l'appelez. Que pense-t-il de la poursuite de ce conflit en Asie occidentale? Et comment les États-Unis vont-ils en tirer profit? Eh bien, je vois ce soi-disant mécanisme de la Mecque comme une tentative un peu désespérée de l'Arabie saoudite de montrer qu'elle a encore quelques amis. Les pays du Golfe sont à peine des amis. Ils se remettent de la destruction du quartier général de la 5e flotte. Bon sang. Pourquoi n'y a-t-il pas de nourriture pour les marines et les autres à bord de ces porte-avions? Les mécanismes d'approvisionnement ont été détruits dans le Golfe Persique. Donc, j'ai perdu le fil de votre question. Vous pourriez la poser très brièvement. La question, c'est de savoir si en réalité, dans ce qui se passe avec les pays du CCG, les États-Unis veulent qu'ils fassent partie du conflit. En même temps, ils souffrent à cause de ce détroit d'Ormuz.
Est-ce que cela va amener, vous savez, une nouvelle prise de conscience à Washington, qu'il faut faire autre chose, qu'il faut changer leur politique dans les pays d'Asie occidentale? Oui, eh bien, il y a des signes de changement appréciables. Foreign Affairs, qui est la revue de l'establishment, comme vous le savez sans doute, dans son dernier numéro, dit en substance « Oh mon Dieu, qu'avons-nous fait en Asie du Sud-Ouest? Qu'allons-nous faire? C'est une erreur vraiment terrible que nous avons commise. » D'accord? Eh bien, c'est le signe avant-coureur d'une réflexion plus pertinente. Mais ça ne suffit pas, d'accord? Trump reste toujours lié à Netanyahou comme les deux doigts de la main. Ça me fait penser à l'époque où George W. Bush était lié de la même manière à Ariel Sharon, l'un des prédécesseurs de Netanyahou. Et c'est l'ancien conseiller à la sécurité nationale, l'amiral Scowcroft, qui a dit au Financial Times « Sharon a George W. Bush enroulé autour de son petit doigt. Il l'a complètement fasciné. » Non, ce n'était pas un accident. C'est parce que Scowcroft était à la tête du conseil consultatif du président sur le mets extincting. Et il avait reçu toutes les informations sur la façon dont la guerre en Irak avait réellement commencé, parce que les Israéliens voulaient qu'on le fasse. Voilà. Il a dit « J'en ai assez d'être un gentil conseiller à la sécurité nationale. Je me fiche d'être invité à la Maison-Blanche un jour ou non. Je dois dire la vérité au peuple américain. » Alors, il est allé voir le Financial Times. C'est la même chose. Alors, qu'en est-il maintenant? Netanyahou est candidat à sa réélection. Ça n'a pas l'air de très bien se présenter pour lui. Comment Trump va-t-il réagir? Eh bien, je ne pense pas qu'il fera quoi que ce soit qui risque de contrarier sa base, ou du moins ses principaux donateurs. Il se pourrait, comme je le dis depuis des mois et des mois, que le facteur Epstein, les dossiers Epstein, Netanyahou détienne des éléments compromettants, des moyens de chantage contre Trump, même si l'opinion évolue parmi les gens, le peuple américain, et maintenant même chez les pontes très distingués de Foreign Affairs. Bon sang. C'est quelque chose qui se fait progressivement. Trump est totalement imprévisible, mais au moment décisif, il se range toujours du côté d'Israël. On peut avancer l'argument suivant. Bon, d'accord, trompe-moi une fois, dupe-moi une fois, trompe-moi 2 fois, entraîne-moi dans une guerre que je ne peux pas gagner. Maintenant, il va réévaluer tout ça. Je n'en sais rien. J'aimerais que ce soit un argument cohérent. J'aimerais que ce soit un argument plus convaincant. Alors, juste pour conclure, il y a quand même une lueur d'espoir. Il y a un côté positif dans ce nuage. Il y a 25 ans, en 2001, Netanyahou pensait que la caméra était éteinte dans le salon d'une de ses sympathisantes. Elle lui dit « Mais Bibi, tu n'as pas peur que le monde entier se retourne contre toi si tu fais aux Palestiniens ce que tu viens de dire que tu allais faire. » Et Netanyahou dit, le monde entier, ce qui compte, ce sont les États-Unis. On peut toujours les faire aller dans la direction qu'on veut. En fait, écoutez bien, 80%, notez-le bien, du peuple américain approuveront tout ce qu'on fera. C'est absurde. Point final. Fin de citation. C'est absurde. C'est absurde. C'était absurde, mais ce n'est plus le cas. Moins de 50%. Je ne sais pas ce que Trump fera. S'il avait un peu de bon sens, il pourrait peut-être résister à tout ça. Mais encore une fois, pour en revenir au dossier Epstein, je pense qu'il y avait probablement des éléments de preuve, au moins dans une affaire importante. Katie Johnson, je crois que c'est son nom, 13 ans. Eh bien, je pense que toute personne qui est père ou grand-père verrait ça comme quelque chose d'odieux, et elle le nomme directement et donne davantage de détails. Donc, tout ce que je dis, c'est que c'est, à mon avis, un puissant facteur dissuasif qui empêcherait Trump de rompre directement avec Netanyahou. Et je m'attends à ce que Trump fasse tout ce qu'il peut pour aider Netanyahou à gagner.
Je ne sais pas quelle forme cela prendrait, mais je ne vois pas beaucoup de raisons d'espérer que Trump soit plus raisonnable. Le bon sens ne fait pas partie de son état d'esprit ces temps-ci. Oui. Yeah. Ray, pour en venir à ce qui se passe entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis, Vladimir Poutine a récemment donné une interview dans laquelle il a déclaré que les propositions qui leur sont soumises sont parfois, dirais-je, de nature exotique et inacceptable. Nous sommes toujours prêts au dialogue, mais uniquement sur la base des réalités qui émergent sur le terrain. Qu'est-ce que Washington a tant de mal à comprendre là-dedans? What is that is so much difficult for Washington to understand? J'aimerais connaître la réponse à ça. C'était presque comique, la façon dont il a parlé de propositions exotiques qui circuleraient par l'intermédiaire d'intermédiaires, d'accord? Et puis Pavel Zarubin, son journaliste préféré, celui qui a réalisé cette interview, a dit « Oh, parlez-nous de ces propositions exotiques. Quelles sont-elles » Il a répondu « Non, vous savez, je pourrais, mais elles pourraient se révéler plus raisonnables à un stade ultérieur. Donc non, je ne vais pas détailler ces propositions exotiques. » Donc vous savez, c'était une interview importante. Elle a eu lieu juste après que Poutine a prononcé un discours majeur devant le parti dont il fait partie, en vue des élections qui approchent en Russie. Et plus important encore, on est quoi, le 23 août? Donc, presque exactement un an après la réunion du 15 août à Anchorage, lorsqu'il y avait un espoir réaliste que, bon sang, ces gens puissent se retrouver sur l'Ukraine. Nous savons que les émissaires, Kushner et Witkoff, étaient allés au Kremlin. Ils avaient présenté certaines propositions et demandé à Poutine « Envisageriez-vous ces propositions ?» Et il avait répondu « Non. Oui, faisons un sommet. » Et environ une semaine plus tard, ils se sont réunis à Anchorage. Alors, est-ce que ce n'était pas correctement préparé? Eh bien, par définition, une semaine plus tard, ce n'est pas correctement préparé. Mais certaines choses sont vraiment claires. De quoi s'agissait-il? Eh bien, il s'agissait d'accepter les propositions de Trump et ils les ont passées en revue lors de la réunion. Je veux dire, d'accord, voilà ce que Witkoff a apporté. C'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et toute l'idée, c'était que Trump s'attendait à pouvoir, par la seule force de sa personnalité, convaincre Poutine de changer d'avis sur un cessez-le-feu immédiat. La proposition n'avait rien à voir avec un cessez-le-feu. Les Russes avaient refusé un cessez-le-feu immédiat. C'était déclaré, et tout très clairement. Mais en route vers Anchorage, Trump parlait à un journaliste de Fox, et il a dit, vous savez, et ça a été rapporté pendant le trajet, vous voyez, je serais terriblement déçu si nous n'obtenons pas un cessez-le-feu immédiat, d'une manière ou d'une autre. Je serais vraiment déçu. Eh bien, ils arrivent à Anchorage, et je peux seulement supposer que Trump tente une dernière fois et que Poutine dit « C'était dans Ushakov ?» Non, pas Ushakov. Comment s'appelle ce type? Kushner et Witkoff. Witkoff, oui, je les confonds. D'accord, Witkoff, ce n'était pas dans le truc de Witkoff. Non, d'accord, donc non. Non, niet. Ni, c'est niet. Ah, d'accord. Alors, quel était l'accord? Eh bien, l'accord, c'était qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu immédiat et que Trump utiliserait son influence sur Zelensky et les Européens pour parvenir à une sorte d'accord dans le cadre duquel les Russes seraient disposés à faire des concessions. Et il parle de concessions. Il ne précise pas lesquelles, mais on peut imaginer des échanges territoriaux, ce genre de choses. Alors laissez-moi vous donner maintenant un élément qui est sorti hier, au même moment où Poutine parlait à Zarubin. Cela vient de Lukyanov, Fyodor Lukyanov, qui est à peu près ce qui se fait de plus haut placé parmi les conseillers de Poutine de type universitaire.
Il l'a déjà interviewé auparavant. En fait, il dirige le club de discussion internationale de Valdai. Voilà ce qu'il dit. Nous sommes 1 an après Anchorage. We're a year after Anchorage. So what happened? Well, expectations were Alors, high. qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les attentes étaient élevées. Il faut préciser que Lukyanov appartient au courant favorable à un accord. Voyons si nous pouvons travailler avec les Américains. Vous avez raison, Vladimir Vladimirovitch Poutine. Voyons si nous pouvons travailler avec les Américains. Donc, dit-il, les attentes étaient si élevées que le sommet d'Anchorage ne pouvait qu'être décevant. La vraie question était de savoir si Anchorage pouvait servir de point de départ à un processus de paix. Ce n'est pas le cas. Je le répète, un point de départ pour un processus de paix. Ce n'est pas le cas. En revanche, ce qu'il a fait, c'est révéler un profond désaccord entre les Européens et Zelensky, d'un côté, et les États-Unis, de l'autre. Washington, à l'inverse, ne veut pas s'impliquer directement dans la poursuite de ce que veulent les Ukrainiens. C'est une bonne chose, dit Lukyanov. That's a good thing, says Lukyanov. Moscow has long wished to see the end of Moscou souhaite depuis longtemps voir la fin de l'OTAN telle que nous la connaissons, et les chances que cela arrive augmentent. C'est encore une bonne chose pour nous. Anchorage a aussi montré que les États-Unis ne sont pas tout-puissants. Et c'est essentiel, ils ne sont pas tout-puissants, puisque Trump n'a pas réussi à obtenir de l'Europe occidentale et de l'Ukraine ce qu'il voulait à ce moment-là. Alors, Poutine ou Lukyanov est suffisamment diplomate pour dire ce qu'il avait accepté de faire à ce moment-là. Il avait accepté de mettre les Ukrainiens et les Européens au pas, afin qu'ils ne sabotent pas un accord. D'accord? Il n'a pas pu le faire. Bon, c'est bien de dire qu'il n'a pas pu le faire. Ils disent aussi qu'il n'aurait pas voulu le faire. Mais c'est la même chose. Il ne l'a pas fait, d'accord? Donc c'était ça l'accord. C'est pour ça que ce n'était pas le début d'un processus de paix. Et Lukyanov conclut simplement en disant « Vous savez ce que nous avons appris, c'est qu'il n'y a plus d'accord magique. » Et un accord entre gentlemen ne dure que jusqu'à ce qu'un autre gentleman arrive avec d'autres priorités. D'accord? Voyons ce qui conserve de la valeur. Et ce qui est essentiel aussi, c'est le sang-froid. Le sang-froid. Qui en a? Eh bien, vous savez, je déteste le dire, mais il y a plus de sang-froid à Moscou qu'à Washington. Nous devons donc nous appuyer sur nos propres capacités, tout en évaluant lucidement nos propres limites. L'erreur de la Russie, avant Anchorage, a été d'imaginer que Trump était une force extérieure capable de changer fondamentalement la situation. Il n'a pas joué ce rôle et il n'aurait pas pu le faire. Donc, conclusion, la Russie doit trouver un moyen de mettre fin à la guerre actuelle et d'empêcher la suivante, sans attendre de solutions magiques ni de grands accords imposés de l'étranger. Conclusion finale. Comme le dit Poutine, maintenant, c'est donnant-donnant. Nous allons répondre à chaque frappe de drones ukrainiens contre des installations russes. Nous allons même frapper des cibles civiles. C'est nouveau. Poutine n'avait jamais dit ça auparavant, mais il parle de l'Ukraine frappant des cibles civiles. Nous répondrons de la même manière. Donc, entre Lukyanov, un conseiller de premier plan de Poutine, et ce que Poutine dit lui-même ici, eh bien, Anchorage était une bonne tentative, d'accord? Mais la grande leçon à retenir, c'est que premièrement, il y a une bonne chose. Les États-Unis se sont en quelque sorte dissociés de l'Ukraine et des Européens de l'Ouest, sauf pour fournir du renseignement et d'autres formes de soutien. Et bien sûr, la mauvaise chose, c'est que nous pensions que Trump pouvait y parvenir. Mais il ne le peut pas, ou il ne le veut pas. Prenons l'explication la plus charitable. Il dit qu'il a essayé, mais qu'il n'y arrive pas. Et au final, le résultat est le même. C'est donc vraiment, vraiment essentiel. Cela explique ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée. Poutine a continué d'essayer, et c'est évident.
Je veux dire, en décembre dernier, ils ont tiré environ 99 missiles ou drones sur sa résidence à Valdai. Est-ce qu'ils pensaient qu'il s'y trouvait? Je suppose que oui. Qui a fait ça? Est-ce que Trump a organisé ça? Je ne pense pas. Je pense que c'était l'État profond à l'œuvre. Ils voulaient empêcher toute amélioration. Ils veulent que la guerre continue. Et vous savez, juste une petite parenthèse, si l'on remonte, je crois, à 1960, Eisenhower et Khrouchtchev étaient sur le point de se rencontrer. Or, l'État profond n'aimait pas ça. Alors, ils ont programmé un U-2 pour survoler l'Europe en sachant plus ou moins qu'il risquait d'être abattu. Et de fait, il a été abattu. Et l'État profond a dit à Eisenhower, « Oh, dites que ce n'était pas un vol de reconnaissance. C'était simplement un appareil aéronautique. » Eisenhower dit cela, puis il doit se dédire parce que Gary Powers descend en parachute. Il y a donc des forces qui continuent d'agir aujourd'hui. On les appelle l'État profond. Elles veulent que tout cela continue. En 1960, elles ont réussi. Est-ce qu'elles réussiront à nouveau? Je ne sais pas. Mais les États-Unis ont montré qu'ils ne sont pas tout-puissants. Et c'est une leçon majeure que, selon Poutine et selon Loukyanov, nous avons tiré de tout l'épisode d'Anchorage. Les États-Unis contribuent peut-être à dissoudre l'OTAN, c'est une bonne chose. Mais dans le même temps, ils ne peuvent pas tenir leurs promesses. C'était des promesses, des engagements de Trump. Il n'a pas pu les honorer. Nous nous retrouvons donc avec une OTAN fracturée, ce qui est une bonne chose. Mais ces types essaient toujours de gagner en Ukraine. Une entreprise insensée, s'il en fut jamais une. L'image que Poutine nous donne dans cette interview, c'est que les frappes sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes sont efficaces et menées au bon moment. Elles aident nos troupes à atteindre leurs objectifs de combat. Et il explique pourquoi. Parce qu'elles perturbent l'acheminement de matériel et de munitions, ainsi que la rotation des personnels le long de la ligne de contact. En substance, il est dit que la Russie est en train de vaincre stratégiquement l'Ukraine et qu'elle avance dans l'est de l'Ukraine sans subir autant de pertes. Alors que l'une des principales préoccupations de la Russie est de réduire ses pertes et d'obtenir le plus possible sur le champ de bataille. Mais ce n'est pas l'image que nous voyons dans les médias grand public, ni peut-être celle que les gens donnent à Donald Trump. Eh bien, c'est vrai. Encore une fois, qui fournit à Trump des renseignements et des informations? Nous avons eu récemment des lanceurs d'alerte de la CIA au cours de l'année dernière qui disent que Trump ne prête aucune attention à ce que nous lui disons, nous, la communauté du renseignement. Il s'en remet à son petit cercle de conseillers. Les Israéliens, bien sûr, ce sont eux qui ont persuadé Trump que, vous savez, ce serait une guerre de 4 jours tout au plus, Nadi, pour éliminer tous les dirigeants. Et puis, vous savez, une fois que les principaux dirigeants iraniens auraient disparu, il n'y aurait plus d'autres dirigeants, n'est-ce pas? Ils se sont trompés là-dessus. Donc oui, est-ce qu'il reçoit ces informations ou pas? En gros, non. Il ne le fait pas vraiment. Mais peut-être maintenant. Eh bien maintenant, il peut. Voilà un point crucial. Clairement, l'option militaire n'a pas marché. Les États du Golfe ont vu dans une large mesure leurs installations militaires détruites, et il y en aura davantage si la guerre reprend. Ils le savent, c'était une grosse erreur de dépendre des États-Unis dès le départ. Alors que fait-il? Oh, faisons quelque chose sur le plan économique. Sauf que cette initiative économique est morte à l'arrivée. Surtout parce que la Chine dit « Allons donc, on est déjà passé par là, oubliez ça. Apportez votre pétrole ici, ne vous inquiétez pas de ces sanctions secondaires. » D'autant plus que Xi Jinping doit venir aux États-Unis dans seulement 1 mois. Waouh! Et puis, l'Organisation de coopération de Shanghai se réunit dès la semaine prochaine, vous savez. Et vous avez Xi, vous avez Poutine,
Vous avez les Iraniens et vous avez les Brésiliens. Et puis vous savez, vous avez le Pakistan. Vous avez tout un... Enfin, pas le Pakistan, je suppose, mais... Oui, ils font partie de l'OCS, Ray. Vous avez raison. Le Pakistan en fait partie. Donc vous savez, tout ça se passe indépendamment de ce qu'on dit à Trump. Et bien sûr, vous savez, toute cette question nucléaire revient sur le devant de la scène, dans toute son horreur. Parce que si vous voyez certaines de ces personnes, disons les gens très proches de Hegseth, bon sang, vous savez, et peut-être cette fille blonde, et qu'ils lui disent, eh bien, il faut vraiment leur montrer votre force maintenant. D'accord. Et alors il dit au général Dan Kane, général Kane, et si on utilisait des mini-bombes nucléaires, ça leur montrera, vous savez. Voilà la question, et je pense qu'il faut en discuter brièvement. That's the question, and I think we need to discuss that briefly. Larry Wilkerson, whom you know quite well, colleague of mine. Larry Wilkerson, que vous connaissez très bien, un de mes collègues, a travaillé pour Colin Powell, à la fois quand Colin était chef d'état-major des armées et à la Maison-Blanche. Il sait comment ces choses-là fonctionnent, d'accord? Or, il se veut, enfin, rassurant, n'est pas le bon mot. Mais il dit que si Hegseth reçoit un ordre de Trump disant « Bon, vous les commandants, faites ça. Une petite bombe nucléaire, ou 5 petites bombes nucléaires contre l'Iran, ils ne le feront pas. » Qui? Ils. Les commandants, les militaires en uniforme, ont encore assez de conscience et assez de bon sens pour ne pas exécuter un tel ordre. C'est ce que dit Larry Wilkerson. Cette ancienne députée républicaine, devenue, enfin, elle n'est plus au Congrès, Taylor Greene. Oui, Marjorie Taylor Greene. Elle dit que c'est activement en discussion. Eh bien, si elle le dit, c'est que c'est le cas, parce qu'elle a de très bons contacts. C'est bien de dire, comme l'a dit Larry Wilkerson, et comme Scott Ritter l'a confirmé avec lui hier soir dans un podcast similaire, que les militaires en uniforme ne salueront pas et n'utiliseront pas d'armes nucléaires. Moi, j'en suis moins sûr. Je ne suis pas aussi bien informé de ces procédures, mais peu importe ce que j'en pense. Peu importe ce que pense Poutine. Peu importe ce que pense le guide suprême. Ce qui compte, c'est ce que pense Xi Jinping. Ça fait un moment que je suis là au DA. Je n'ai jamais vu une situation aussi périlleuse, aussi délicate ici. Nous avons quelqu'un qui n'a pas toute sa raison. Il écoute des gens complètement fous, et il écoute Netanyahou. Et peut-on vraiment se rassurer en se disant que les procédures sont tellement rigides qu'elles suffiront? Je ne crois pas qu'on puisse s'y fier. Et si mes souvenirs sont bons, en 1983, nous étions tout près d'un échange nucléaire. Cela a été évité grâce à un lieutenant-colonel, Petrov, c'était son nom, à Moscou. Il n'a pas appuyé sur le bouton pour dire à ses supérieurs « Oh, nous sommes attaqués !» Ils ont attendu. Il a dit « Ah, il n'y en a pas tant que ça n'a aucun sens. » Et il avait raison, d'accord? Or ça, c'était du côté soviétique. Du côté américain, je suis fier de dire qu'un de mes collègues, Mel Goodman, a compris que les Russes, les Soviétiques, prenaient cet exercice, Abe Archer, je crois que c'était son nom, en novembre, au sérieux, comme une préparation nucléaire à une guerre nucléaire. Il y avait toutes sortes de signes, des messages envoyés au chef de poste du KGB, toutes sortes d'éléments. Et Robert Gates, qui dirigeait à l'époque l'analyse à la CIA, a dit « Je ne vais pas alarmer les Russes ». Alors Mel Goodman et deux de ses collègues ont contourné leur supérieur, Robert Gates, le chef de l'analyse du renseignement. Ils sont allés directement voir Bill Casey, le directeur de la CIA, et ils ont dit « Monsieur Casey, nous sommes désolés de vous déranger. Nous avons bien frappé à la porte, mais c'est vraiment important. Voilà ce que pensent les Russes. Ils pensent que c'est réel. Pouvez-vous faire quelque chose? » Il a dit « Merci beaucoup. »
Ils sont partis. Et juste après, il était à la Maison-Blanche en train de dire « Ne laissez pas le vice-président participer à ça. Réduisez ça. Faites retomber ça. » Et les Russes se sont détendus. Et nous avions toutes sortes d'indications sensibles, montrant qu'ils étaient vraiment prêts à agir. Ils avaient chargé des armes nucléaires sur des chasseurs-bombardiers en Allemagne de l'Est, bon sang. Donc, tout ce que je dis, c'est qu'il y a le risque d'un affrontement rapproché, non intentionnel. Et il y a aussi le risque d'une opération sous faux drapeau. Et si je devais deviner qui ferait une opération sous faux drapeau, les Israéliens sont tout à fait capables de faire croire qu'une menace nucléaire ou une menace quelconque viendrait de l'Iran, ce qui exigerait une réponse nucléaire de Trump. C'est donc très très délicat. Et je vois ça. Ça ne va pas s'améliorer avant les élections de mi-mandat si elles ont lieu tout court. No. Ray, Non, Ray, quand il s'agit de ces guerres, en fait, vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, je dirais qu'ici, au Brésil, nous avons les statistiques. Nous connaissons les sondages. Plus de 85% des gens sont religieux. Et ils regardent ces dirigeants religieux, leur manière de parler, ce qu'ils ressentent face à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Cela veut dire que les responsables religieux, partout dans le monde, ont un rôle important dans leur manière d'enseigner, de parler aux gens, aux sociétés. Que pensez-vous du pape et de son récent discours, disons? Il a prononcé un discours. Il parlait de la célébration du 250e anniversaire à Philadelphie. Et je sais que vous avez votre propre lecture de cela. Quelle est-elle? Et comment voyez-vous la manière dont le pape perçoit les choses, ainsi que son influence sur les conflits en cours dans le monde? Eh bien, encore une fois, j'étais vivant pendant la Seconde Guerre mondiale. J'étais petit, mais je m'en souviens bien, n'est-ce pas? Pendant mes années de formation, on ne parlait que de ça. Cela mérite sans doute d'être répété. Après la guerre, il y avait un monastère dominicain progressiste. Et qu'ont-ils fait? Ils ont invité Albert Camus, le philosophe français, qui disait la vérité la plupart du temps et ne se cachait pas derrière des politesses. Ils lui ont dit « Albert, venez nous parler. Que pensez-vous du rôle que l'Église a joué pendant la Seconde Guerre mondiale ?» Et Camus a répondu « Écoutez, j'ai attendu. Vous allez être surpris par ça. Moi, athée et agnostique, j'ai attendu une parole venue de Rome, et elle n'est jamais venue. Ah, puis on m'a dit « Oh, mais si, elle est venue. Elle est venue sous la forme d'une encyclique. » Et j'ai dit « Qu'est-ce donc, je vous prie, qu'une encyclique ?» Et pourquoi m'a-t-on pas informé de cela? D'accord. Donc ce que dit Camus, c'est que la fonction de l'Église est de s'exprimer clairement, au bon moment, dans des termes que même le plus modeste agriculteur ou mécanicien puisse comprendre sans difficulté, pour qu'il n'y ait absolument aucun doute sur le mal que représente cette guerre et sur la persécution des Juifs et d'autres populations sous le Troisième Reich. Il faut parler haut et fort, on ne peut pas y échapper. Si moi, je n'ai pas reçu ce message au sujet de l'encyclique, eh bien, je doute que beaucoup d'autres personnes en aient eu connaissance non plus. D'accord, voici donc le nouveau pape, Léon XIV. Il apparaît dans une vidéo devant un public américain lors d'une célébration très très importante de nos 250 ans. J'en espérais davantage, non pas que je m'attendais à davantage, mais il a botté en touche, comme on dit au football. Il a raté l'occasion de s'adresser directement au peuple américain, dans les termes que Camus recommandait d'employer pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'en est tenu à des banalités et il n'a pas mentionné le génocide. Il n'a pas mentionné toutes les choses dont notre pays est responsable. Et j'ai donc été terriblement déçu. Et quand on m'a demandé de commenter cela, je me suis retrouvé une fois de plus à la marge. Vous savez qu'est-ce que vous attendez du pape? Vous savez, il doit être diplomate. Non. On ne fait pas de diplomatie quand un génocide est en cours. D'accord?
J'ai donc été très déçu. Historiquement, là encore, il y a eu des événements, il y a eu des guerres dans lesquelles les papes ont joué un rôle positif. Jean XXIII, mon pape préféré, celui grâce à qui je suis encore catholique, n'est-ce pas? Il avait une relation avec John Kennedy et avec Nikita Khrouchtchev. Des intermédiaires faisaient des allers-retours. Ils ont écrit une encyclique et celle-ci s'appelait Pacem in Terris. Il a clairement dit « Pas de guerre, aucune guerre ne pouvait avoir lieu ». Et tout ce que je dirais ici, c'est qu'il y a eu des contacts à la Maison-Blanche avec des intermédiaires très progressistes qui ont aidé à résoudre la crise des missiles de Cuba afin que nous puissions tous être là aujourd'hui pour en discuter. Donc cette fois-là, ça a marché. Khrouchtchev avait suffisamment confiance en ce pape parce qu'il s'était exprimé clairement, sans aucune circonlocution, sur ce qui était juste. Et Kennedy a joué de cela, ou a utilisé ce contact. Puis avant la guerre en Irak, celui qui avait été nonce apostolique à Washington a été envoyé pour parler à George Bush de l'horreur que ce serait. Vous savez, c'est une guerre d'agression. Et Bush ne lui a même pas accordé une minute. Il lui a fait la leçon sur le fait que c'était nécessaire à cause des armes de destruction massive et des liens entre Al-Qaïda et Saddam Hussein. Que des conneries, bien sûr. Mais ce nonce y est parvenu. Et il a écrit à ce sujet des mois plus tard, en disant « Vous savez, j'ai essayé, mais je n'arrivais pas vraiment à dépasser sa rhétorique, qui insistait sur le caractère nécessaire de tout cela. » Donc, pour faire court, les papes peuvent jouer un rôle utile. Et il y a une lettre qui est remise au pape ou qui l'a probablement déjà été. Et le ministre des Affaires étrangères du pape, si l'on peut dire, un homme nommé Paul Gallagher, doit rencontrer Lavrov cette semaine. Alors, vous savez, n'écartons pas la possibilité qu'un pape bien intentionné, même si sa rhétorique est timide, bien intentionné, peut-être que son ministre des Affaires étrangères peut parler à Lavrov. Peut-être qu'il pourrait convoquer une sorte de réunion distincte avec Poutine, Trump, Xi et peut-être quelqu'un d'Iran. Et peut-être depuis le Brésil pour parler de ça, de la manière dont on évite le pire. Alors, est-ce que je suis optimiste? Il faut être optimiste. Est-ce que je suis réaliste? Oui. Est-ce que je pense que ça marchera? Probablement pas, mais ça vaut le coup d'essayer. Je ne veux donc pas tomber trop durement sur le pape. J'attendais simplement davantage de lui alors qu'il avait cette occasion en or de s'exprimer directement. Je veux dire, des millions de personnes regardaient ça, la moitié des catholiques aux États-Unis. Et il y a 70 millions de catholiques aux États-Unis, d'accord? Et il a raté son coup. Espérons qu'il pourra se montrer un peu plus ferme lors de ses démarches privées et obtenir de Trump, dans un premier temps, qu'il recule et qu'il trouve un arrangement sur ces sujets qui risquent vraiment d'exploser, comme l'Iran. Je pense que c'est moins le cas pour l'Ukraine. Je ne pense pas que qui que ce soit utilisera une arme nucléaire en Ukraine, parce que personne n'en a besoin. Oui. Ray, juste pour conclure cette séquence, vous avez évoqué la manière dont le pape peut faciliter ces négociations. Mais est-ce que vous voyez l'administration Trump changer d'une manière ou d'une autre? Ils en sont à mi-chemin de leur second mandat. S'ils le veulent, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose à ce sujet. Ils peuvent changer. Mais vous ne voyez pas Marco Rubio dans cette position-là. Moi non plus. Je ne vois même pas J.D. Vance dans cette position. Or Stephen Miller. Ou Stephen Miller. Je suis sûr que Stephen Miller a beaucoup d'estime pour le pape. Je pense que Miller est derrière une grande partie de tout ça. Vous savez, c'est peut-être un espoir vain, mais je remonterai simplement à 2 mois avant l'invasion de l'Irak promue par Israël. D'accord. Nous avons créé Veteran Intelligence Professionals for Sanity. Nous avons vu Colin Powell mentir effrontément devant l'ONU le 5 février 2003. Et ce même jour, nous avons écrit une note au président
en supposant qu'il ne connaissait pas vraiment la réalité des faits. Nous avions supposé que cela lui parviendrait directement, d'accord? Et nous avons dit, Monsieur Bush, s'il vous plaît. La conclusion à laquelle nous sommes arrivés, et c'était le dernier paragraphe, nous vous conseillons vivement d'élargir le cercle de vos conseillers au-delà de ceux qui sont manifestement déterminés à faire la guerre, dont les conséquences seraient catastrophiques. Bon, waouh. Est-ce qu'il a élargi ce cercle? Non. Est-ce que Trump le fera? Eh bien, Trump est dans une situation vraiment difficile. Il n'a aucune porte de sortie. Il y a de fortes chances qu'il n'élargisse pas ce cercle, mais il y a toujours la possibilité qu'il le fasse. Et si la pression est suffisante, de notre part et de la part de dirigeants étrangers, il n'aura pas d'autre choix. Soit utiliser une arme nucléaire, que Dieu nous vienne en aide, soit reconnaître la réalité de la situation en Asie du Sud-Ouest et élargir le cercle de ses conseillers pour y inclure celui qui a écrit l'article dans Foreign Affairs. Cette revue des plus prestigieuses. Après tout, de temps en temps, Foreign Affairs reconnaît la réalité et fait ça. Et je tiens à souligner qu'il y a 11 ans, John Mearsheimer a écrit un article sur l'Ukraine. Il disait, « Si cela continue, et si vous, l'Occident, continuez à essayer de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, cela entraînera la destruction du peuple ukrainien et de l'Ukraine elle-même. » Foreign Affairs a publié ça. Ils l'ont oublié, bien sûr, quand il leur était commode de l'oublier. Mais je cite cela parce que c'est vraiment important. J'entends ma femme qui m'appelle. D'accord. Oui. Concluons. Merci beaucoup, Ray. Merci. Au revoir et à très bientôt. Au revoir. Bye bye.